John D. Rockefeller. Cet homme est tout simplement le plus grand capitaliste de tous les temps. Sa conviction profonde, gagner de l'argent est une mission divine et John Rockefeller en est l'une. Sa fortune était tellement immense que personne n'est d'accord sur son estimation exacte. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à son paroxysme, elle a atteint plus de 435 milliards de dollars actuels. Comparé à lui, Jeff Bezos, Bernard Arnault et Elon Musk sont des petits joueurs. Rockefeller, c'était tout simplement 1,5% de la richesse produite aux États-Unis chaque année. Alors comment cet enfant pauvre, issu d'une famille brisée, a-t-il construit la plus grande fortune de l'histoire? Laissez-moi vous conter la légende de John D. Rockefeller. John Davison Rockefeller naît le 8 juillet 1839 dans la petite ville de Richford, dans l'état de New York. Il n'est nul autre que le fils de Devil Bill, un escroc itinérant. Usurier, Devil Bill accorde des prêts à 12% à des fermiers qu'il sait insolvables. Quand le fermier fait irrémédiablement défaut, il récupère tout simplement la ferme mise en gage. Mais ce n'est pas tout. C'est un voleur de chevaux, coureur de jupons et un charlatan. Il parcourt la région pour vendre des élixirs botaniques sous le pseudonyme Dr Livingstone. Alors que John n'est encore qu'un enfant, son père lui enseigne une chose. Le commerce, c'est une compétition sans pitié, tous les coups sont permis. Devil Bill a l'habitude de disparaître pendant des mois sans donner de nouvelles. Puis de réapparaître les poches pleines de cadeaux pour ses 6 enfants. Quand il est là, c'est un père aimant et joyeux, mais à chaque fois qu'il disparaît, la famille Rockefeller doit survivre avec presque rien. Pendant ces longues périodes de vaches maigres, la mère de John, Eliza, inculque à son fils un autre principe qui l'accompagnera toute sa vie. Le gaspillage engendre la misère. C'est dans cette ambiance qui mixe dépenses somptuaires et longs mois de frugalité que John comprend l'importance capitale de l'argent. Cette intuition sera encore plus renforcée par les sermons du pasteur local auquel John assiste chaque dimanche. Dans la pure tradition baptiste, le pasteur lui enseigne que s'enrichir est un devoir religieux. Mais attention, la condition est d'éviter les dépenses ostentatoires et de donner aux bonnes œuvres. À l'école, John est un élève discret mais travailleur. Il démontre déjà une grande affinité avec les chiffres et après les cours, c'est lui qui va aider sa mère à tenir les comptes de la maisonnée. Afin de se faire un peu d'argent, John va travailler dans les fermes voisines et gagne 37 centimes par jour. En économisant chaque centime, il se construit une petite épargne. À tel point qu'à l'âge de ses 11 ans, il est capable d'accorder un prêt à un voisin d'une somme de $50. $50, c'est une somme énorme pour l'époque, surtout pour un enfant. Aujourd'hui, ces $50 vaudraient plus de $2000. John, qui a bien retenu les enseignements de son père, prête les $50 à un taux d'intérêt de 7%. Un an plus tard, il récupère ses $50 et $3,50 d'intérêt. Pour John, c'est une révélation. L'argent ne doit pas être un maître, mais un serviteur qui travaille pour lui. Malheureusement, alors que John se construit, Devil Bill devient de plus en plus instable. Pour échapper à la justice, il enchaîne les déménagements et envoie John étudier à Cleveland. On est en 1853, John, 14 ans. Malgré l'instabilité familiale, l'intérêt de John pour les chiffres ne faiblit pas. À l'école, il excelle toujours en arithmétique et quand son père est à court d'argent, John lui prête volontiers. Mais toujours avec des intérêts. 1855, coup de tonnerre. Devil Bill s'installe définitivement avec sa maîtresse. En tant qu'aîné des garçons, c'est à John qu'incombe la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille. John a à peine 16 ans et est loin d'avoir terminé l'école. Il doit se former rapidement à un métier qui rémunère. Il en va de la survie de sa famille. Pour $40, une somme conséquente, John suit une formation express de 10 semaines pour apprendre la comptabilité et les règles bancaires. Diplôme en poche, il fait la tournée des employeurs 6 jours par semaine. Il dira plus tard « Je travaillais tous les jours sur mon entreprise, l'entreprise de trouver du travail ». Au bout de 6 semaines de recherche acharnée, il est enfin embauché par une maison de commission, Hewitt et Tuttle. Une maison de commission, c'est un courtier spécialisé dans les marchandises agricoles. La maison sert d'intermédiaire entre les producteurs d'un côté et les acheteurs grossistes, les négociants et les détaillants de l'autre. Elle se rémunère par une commission sur chaque vente. On est le 26 septembre 1855. John célébrera cette date tous les ans et ce jusqu'à sa mort. C'est tout simplement l'anniversaire du jour où il a commencé sa carrière. Le sens du détail de John fait gagner beaucoup d'argent à Hewitt & Tuttle. Il est méticuleux dans son travail, jusqu'au boutiste dans les négociations, arrive chaque jour à 6h30 et reste
après 22 heures. Quand ses employeurs lui demandent d'aller collecter les dettes, John harcèle froidement les mauvais payeurs comme s'il s'agissait de son propre argent. Pourtant, les 3 premiers mois, John gagne seulement 50 centimes par jour. C'est à peine plus que ce qu'il gagnait en donnant des coups de main aux fermiers. Mais John s'en moque, il sait qu'il est en train d'apprendre. En janvier 1857, l'associé Tuttle quitte l'entreprise. John se retrouve alors promu au rang de comptable en chef. À 17 ans, il gagne désormais 500 $ par an. Mais cette promotion lui laisse un goût amer. Tuttle, pour le même travail, gagnait 2000 $ par an. Alors, en parallèle de son travail déjà prenant, John monte une petite activité de négoce. Néanmoins, l'économie est en pleine récession, la guerre de Crimée vient à peine de prendre fin. Cette activité secondaire de John devra rester un hobby jusqu'à ce que la conjoncture ne se porte mieux. Mais John ne se décourage pas. Il sait que Dieu a de grands projets pour lui. En 1858, une opportunité frappe enfin à la porte de John sous la forme d'un immigré anglais. À l'origine simple jardinier, Maurice B. Clark fuit la justice anglaise après avoir frappé son employeur. Il a rencontré John durant sa formation de comptable et maintenant, il cherche un associé. Mais qui dit associé dit apport de capital. Grâce à sa discipline budgétaire quasi mystique, John a réussi à mettre 800 $ de côté. Selon la méthode que vous employez, cela représente entre 30 et 100 000 $ d'aujourd'hui. Le problème, c'est que Clark apporte 2000 $ à l'affaire. Il exige que John investisse à part égale. John est alors forcé de se tourner vers son père vieillissant, Devil Bill, qui ne lui fait pourtant aucun cadeau. Son père accepte de lui prêter 1000 $, mais à une condition, un taux d'intérêt de 10%. Coincé, John accepte. À seulement 18 ans, il devient enfin le cofondateur de sa propre maison de commission, Clark & Rockefeller. La première année, ils font 4400 $ de bénéfices. John Rockefeller vient de tripler ses revenus. Un an plus tard, ils sont rejoints par un troisième associé, George Gardner. Gardner descend de l'aristocratie locale. Pour Clark, ce nom prestigieux va donner encore plus de crédibilité à la maison. La décision est prise de retirer le nom de Rockefeller de la plaque et la société devient Clark, Gardner & Company. John vit cette décision comme une profonde injustice. Au-delà de l'humiliation, il y a une différence fondamentale de philosophie entre Rockefeller et ses associés. John réfléchit en adulte responsable et austère, tandis que Clark et Gardner veulent flamber. Malgré ces tensions, les affaires sont florissantes et elles vont l'être encore plus grâce à la guerre qui va déchirer le pays. Le 12 avril 1861, la guerre de sécession est déclarée. John est profondément opposé à l'esclavage et il est en âge de combattre, mais sa priorité, ce sont les affaires. Pour 300 $, il embauche un remplaçant qui ira se battre à sa place. C'est le cas notamment de Theodore Roosevelt, le futur président des États-Unis. Débarrassé de ses obligations militaires, John peut se concentrer enfin sur ce qu'il sait faire de mieux, sa mission divine, gagner de l'argent. La guerre fait exploser la production et il faut de la nourriture pour les soldats, il faut des uniformes, il faut aussi des munitions. Les États du Nord investissent dans les télégraphes, dans les moissonneuses et les machines à coudre, les mines de charbon et surtout dans le train. Le gouvernement octroie des dizaines de concessions aux compagnies ferroviaires pour accélérer le transport du fret. Sans le savoir, il développe l'infrastructure sur laquelle John va construire son empire. En 1862, Clark, Gardner & Company fait 17 000 $ de bénéfices. John vient encore une fois de tripler ses revenus. L'entreprise déménage dans des locaux plus grands et John réussit à exclure George Gardner de l'entreprise. À partir de là, tout va s'accélérer car un nouveau personnage s'apprête à entrer dans l'arène. Pendant la première moitié du 19e siècle, 2 ressources portent l'industrie américaine, le charbon et l'huile de baleine. Le charbon permet de se chauffer, de faire tourner les machines à vapeur. L'huile de baleine, elle, sert de lubrifiant et surtout de combustible d'éclairage. Le problème, c'est qu'entre la surpêche et la hausse de la demande, l'huile de baleine coûte de plus en plus cher. Les Américains modestes sont donc contraints de s'éclairer à la bougie, tandis que le budget éclairage des usines explose. Mais il y a une alternative. Cette alternative, c'est le kérosène pétrole. Nous sommes en 1863 et le chimiste Samuel Andrews est persuadé que le kérosène, c'est l'énergie future. Andrews harcèle Clark, l'associé de Rockefeller, pour obtenir de l'argent. Mais Clark refuse. Non seulement ce n'est pas un enthousiaste du kérosène, mais surtout... L'entreprise a très peu de liquidités car John a pris l'habitude de recourir à l'emprunt pour financer la croissance. Entre les loyers, les salaires, les avances, les emprunts et malgré les bénéfices confortables, Clark et Rockefeller n'a que 250 $ de cash. Mais quand Samuel Andrews frappe à la porte de John Rockefeller, ce dernier voit une nouvelle opportunité de s'enrichir. Clark et Rockefeller s'associent à Andrews et au passage font entrer au capital 2 nouveaux associés, les 2 frères de Clark, James et Richard. Les 5 associés fondent leur première raffinerie, Excelsior Works, dans la banlieue de Cleveland. John a choisi le site car il sait qu'une ligne de chemin de fer va bientôt desservir la zone.
C'est donc un excellent emplacement pour faire jouer la concurrence entre les péniches et le train, et bien sûr obtenir le meilleur tarif pour le fret. À cette époque, le raffinage de pétrole, c'est le nouveau Far West. Les aventuriers qui ne cherchent pas des gisements ouvrent des raffineries en espérant faire des profits sans effort. Mais John, lui, fait la chasse au gaspillage. Pour cela, il n'hésite pas à adopter des tactiques contre-intuitives pour l'époque comme l'internalisation des coûts. Excédé par un artisan plombier qui essaye de les escroquer, John ordonne qu'on embauche un plombier en interne. Ce dernier est chargé d'acheter les tuyaux en gros et de les assembler lui-même. Les barils nécessaires au transport du pétrole coûtent trop cher, alors la raffinerie achètera du bois en gros et fabriquera les siens. Mais là où Rockefeller va rouler sur la concurrence, c'est sur la gestion des déchets. À l'époque, sur 100 litres de pétrole raffiné en kérosène, 40 litres sont perdus dans la transformation. Là où ses concurrents y voient du déchet, John y voit de l'or. Il fabrique de la vaseline, du goudron, de la paraffine et de la naphtaline. Même les restes d'acide sulfurique utilisés pour le raffinage sont transformés en fertilisants. Résultat, la raffinerie Excelsior Works est infiniment plus rentable que les raffineries concurrentes. Mais en coulisses, les tensions s'accumulent entre les Clark et Rockefeller. De 10 ans plus âgé que John, Maurice Clark l'a toujours pris de haut. À ses yeux, John est un comptable, pas un entrepreneur. Une vision aussi condescendante qu'erronée, car c'est bien Rockefeller qui porte l'entreprise sur ses épaules. En plus de sa gestion optimisée au centime près, John n'hésite pas à participer aux tâches les plus ingrates. Chaque jour, il se rend à la raffinerie aux aurores et donne un coup de main aux manutentionnaires qui assemblent les barils. Mais au-delà de ça, le véritable cœur de leur divergence, c'est le pétrole. Le comble pour une raffinerie, vous me direz. Le marché du pétrole est chaotique. Aucune régulation n'existe. Un nouveau gisement découvert, les prix s'effondrent. Un puits se tarit, les prix s'envolent. Au début de la guerre, le prix du baril oscille entre 10 cents et 1 $. En 1864, il varie du simple au triple en passant de 4 à 12 $. Maurice Clark y voit un danger, mais John Rockefeller, lui, y voit une opportunité. En bon capitaliste, il veut recourir à l'emprunt pour développer plus rapidement la raffinerie. Problème, les frères Clark restent majoritaires et peuvent bloquer les décisions de John Rockefeller. Lors d'une énième dispute, les 5 associés dissolvent une bonne fois pour toutes leur partenariat. Parts de la société sont vendues aux enchères. Mais ce que les frères Clark ignorent, que John Rockefeller s'est allié à Samuel Andrews. Ensemble, ils ont levé des fonds auprès des banquiers locaux en prévision du rachat. Le jour de la vente, les enchères s'envolent. L'enjeu est de taille. En seulement 2 années d'existence, la raffinerie d'Excelsior est devenue la plus grande raffinerie de Cleveland. Après un combat acharné, John remporte la raffinerie pour 72 500 $. C'est l'équivalent de 1,4 million de dollars aujourd'hui. L'assurance vie, c'est l'enveloppe d'investissement la plus populaire en France. Le problème, c'est que la plupart des assurances vie sont truffées de frais. Frais de versement, frais de gestion de contrat, frais de gestion de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille de frais auxquels vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% de frais par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. Et c'est exactement pour cette raison que nous avons lancé Finary Life, notre contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finary. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profil. Et en prime, vous bénéficiez d'un boost de 1,6% net sur les fonds euros Netissima pour les années 2025 et 2026. Ce boost est valable pour tous les investissements hors versement programmés jusqu'au 31 juillet 2025. Et pour les fans de gestion libre, elle arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout la possibilité de passer de la gestion profilée à la gestion libre. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran pour l'ouverture de votre contrat. John Rockefeller est obsédé par l'optimisation du moindre centime et a raison. Chaque tuyau, chaque baril, chaque déchet est transformé en profit. Nous sommes en 1865, John Rockefeller a 26 ans. Pour la première fois de sa carrière, son nom trône enfin en tête sur l'enseigne de l'entreprise. Rockefeller & Andrews. En 1867, toujours obsédé par la croissance, toujours à la recherche de capital, il fait entrer un nouvel associé, l'entrepreneur Henry Flagler. Flagler a une solide expérience dans le négoce de céréales, mais en réalité, il n'a pas de capital propre. Le véritable apporteur de fonds, c'est Stephen Harkness, demi-frère d'Henry Flagler. Harkness est prêt à investir 100 000 $ dans l'affaire de John, à condition qu'Henry Flagler le représente. C'est une excellente association pour John. Avec Henry, John a enfin trouvé un partenaire à sa hauteur. Dès son arrivée dans l'entreprise, Flagler négocie en secret 30% de remise
auprès de la compagnie ferroviaire Lakeshore Railroad. Si l'accord est secret, c'est parce que les compagnies ferroviaires sont régulées par l'État fédéral américain. Elles sont libres de choisir leurs tarifs, par contre, elles ont l'obligation d'appliquer ce tarif à tous les clients, et ce, sans discrimination. Ce système de remise dont profite Rockefeller est donc illégal. Mais la Lakeshore Railroad ne veut pas se priver de la manne financière que représente le partenariat avec Rockefeller. C'est le début d'une frénésie de négociations secrètes, asphyxier les raffineries concurrentes. En 1970, Rockefeller, Andrews and Flagler deviennent la Standard Oil. Pour Rockefeller, le pétrole est un cadeau de Dieu et le kérosène est une solution aux besoins de l'humanité. Standard Oil produit le meilleur kérosène du monde au prix le plus bas possible avec des standards de qualité inégalables. D'où le nom, Standard Oil. Le problème, c'est que depuis la fin de la guerre de sécession, le marché du pétrole est en crise de surproduction. D'un côté, des chercheurs d'or noir qui continuent de creuser des puits en espérant devenir millionnaires. De l'autre, des raffineries habituées à des profits